Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Lâche pas, Jean. Ah, ben c'est ça qui arrive des fois. Hein, c'est la beauté. Hey, j'ai mon micro en main, mais c'est pas grave. Prends ton temps, replace-le comme il faut. Faut que je pince ce petit piton-là. Bon, voilà. Bonjour, Tommy Auger. Bonjour, Jean. De Côte-Nord Attitude. Jean Saint-Pierre et Tommy Auger avec vous à cette émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Ah, c'est ça, les joies du direct. Voilà. On a 4 bonnes entrevues à vous offrir ce midi à Côte-Nord Attitude. D'abord, on va parler de la pêche à la crevette. Ouais. C'est bien amorcé pour la Côte-Nord. Il y a un pêcheur de crevettes qui sera avec nous, Jean-Pierre Elemens. Il en reste plus beaucoup des pêcheurs de crevettes à cette île. Monsieur Elemens va nous parler de la négociation avec les acheteurs, les propriétaires d'usines. On sait que la transformation, ça se fait principalement sur la rive sud. On en livre quand même à nos poissonneries. On a un petit peu de transformation sur la Côte-Nord, mais ça a déménagé sur la rive sud, l'industrie de la crevette. Jean-Pierre Elemens, pêcheur de crevettes, sera avec nous. La négociation est rompue, donc il est en grève présentement. La ressource aussi montre des signes d'inquiétude. Hein. Les scientifiques on constate là que la ressource diminue du côté nord du Saint-Laurent depuis quelques années. Bonne nouvelle. On va en parler avec le pêcheur Jean-Pierre Elemens également. Il sera avec nous en direct à Côte-Nord Attitude vers 12h15. On a 2 hommes d'affaires, des jeunes hommes d'affaires de cette île, Pierre-Antoine Morancy et Jean-Félix Bureau, qui seront avec nous dans quelques instants. Ils ont parti un nouveau concept de restauration assez unique. Hein? C'est vraiment génial. Ça se passe à Québec actuellement. Ça s'appelle Tartare Station. Ça se trouve assez facilement. Ils font même la livraison, mais pas jusqu'à cette île. Pas encore. Malheureusement. C'est un concept qui marche bien. Le restaurant est ouvert le premier depuis 1 mois et demi. Le concept semble novateur et prometteur. P.A. Morancy et Jean-Félix Bureau, 2 gars de cette île, souhaitent même créer une chaîne de restauration avec ça. Ils regardent même la possibilité d'ouvrir une Tartare Station dans leur ville natale à cette île. On va les entendre en entrevue vers 12h25 sur nos ondes. Ces 2 jeunes hommes d'affaires de 26-27 ans, là, Pierre-Antoine Morancy et Jean-Félix Bureau, qui seront avec nous en entrevue à Côte-Nord Attitude un peu plus tard. Également, hier, on a eu le rapport là, du Bureau de la sécurité dans les transports concernant l'accident mortel en hélicoptère le 2 septembre 2015 à la rivière Népissis au nord de cette île. Monsieur Denis Deroy est l'enquêteur du BST qui a réalisé ce rapport. Il était à cette île la semaine dernière. Il l'a présenté d'abord aux familles concernées. Là, on sait qu'il y a des familles de la communauté Innu qui ont été durement éprouvées par cet événement. Hein, 2 personnes qui ont perdu la vie. Denis Deroy est venu expliquer d'abord les conclusions de l'enquête aux gens concernés, aux gens d'Élinor, aux gens des familles concernées également. Et là, sur nos ondes, cet après-midi, il va nous expliquer ses recommandations et tout le travail qui a été fait suite à cet accident mortel en hélicoptère. Et en fin d'émission, on parle de sport, du sport étudiant, Tommy. C'est la saison du sport étudiant. Quand on arrive en fin d'année scolaire, comme ça, il y a des championnats partout. Ils sont vraiment occupés, là, et c'était une fin de semaine très bien remplie. On parle de hockey, on parle de soccer intérieur, on parle de basketball, de volleyball. Il y a eu du badminton aussi un peu plus tôt. On a eu également la fin là, des fameux défis là, pour améliorer la santé ou les habitudes de santé dans les écoles. Au primaire, on appelait ça le défi moche-croque et au secondaire, le défi pelure de banane. Donc, on parlera de tout ça avec la directrice générale du réseau du sport étudiant du Québec, section Côte-Nord, Madame Cindy Honzel. Ben voilà, elle sera avec nous en direct vers 12h50. Du côté de Cogeco TV, t'as passé beaucoup de temps au Télé-Radioton. Ça a été une grosse journée, Je dois t'adresser les bravos que j'ai adressés hier à Valérie. Vous avez fait un travail extraordinaire. Amy Jane, Valérie Dionne et Tommy Auger qui ont animé de main de maître. Et Louise Savard aussi, qui était notre autre animatrice. C'est quand même des bons chiffres
sportif, là. 4 heures d'animation en direct aux galeries, c'est pas rien quand même. On a bien dormi dimanche soir, ça a été, mais c'est un travail d'équipe, hein. Autant, là, ceux qu'on voit, tu sais, c'est sûr, on voit beaucoup de nous sur scène quand on regarde ça à la télé, mais il y a toute une équipe, là, derrière, autant, là, à la technique, tout à l'organisation de tout ça. Donc, je lève mon chapeau à tout le monde, même si on n'a pas réussi à atteindre le 175 000 $. Je suis sûr que tous les gens, là, vont reprendre d'autres activités pour venir ramasser, là, tout l'argent. Donc, félicitations à tout le monde. Et au 555 cette semaine pour les abonnés de Cogeco, ton émission collectée sur Sept-Îles et Port-Cartier, on vient sur le Télé-Radio-Ton? Ben oui, parce que moi j'ai fait des entrevues avec des gens justement qui travaillent dans l'ombre, donc on verra un peu là qu'est-ce qui se passe en coulisses du Télé-Radio-Ton de l'Île des Sables, entre autres ça, puis on va parler aussi hier, je pense que vous avez parlé du jeune Francis là qui une campagne de financement pour un bras Jaco. Fait que si vous voulez voir des images à rapport à ça, ben je vous présenterai ça également à connecter sur Sept-Îles et Port-Cartier dès mercredi 18h30. Ben voilà, et avant notre série d'entrevues de ce midi sur les ondes de Côte-Nord Attitude, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. On a d'abord le bilan routier 2016 pour la Côte-Nord qui est catastrophique avec 11 décès, une hausse de 83% comparativement à 2015. On note aussi 32 blessés graves sur les routes de notre région en 2016. Ça, c'est une augmentation de 146%. Seul le nombre de blessures légères a diminué sur la Côte-Nord. Le bilan routier pour chaque région du Québec, les bilans routiers ont été publiés ce matin par le ministre des Transports, Laurent Lessard, et la présidente de la Société de l'assurance automobile du Québec, Nathalie Tremblay. Au total, 351 personnes ont perdu la vie sur les routes du Québec en 2016. C'est une baisse de 3%. Le bilan routier du Québec s'améliore depuis 2007 à chaque année. Le ministre Laurent Lessard croit qu'il sera plus difficile à l'avenir d'inscrire des améliorations à ce chapitre. Il rappelle aux usagers de la route, qu'ils sont les premiers responsables de leur sécurité. La Chambre de commerce de Sept-Îles a reçu un nombre record de dossiers de candidature pour son 27e gala des entreprises, les Météores. L'événement aura lieu le 29 avril à la salle Jean-Marc Dion. 43 entreprises finalistes ont été choisies parmi 59 dossiers proposés. 12 prix et 5 mentions spéciales seront attribués aux entrepreneurs d'ici. La Chambre de commerce organise aussi un 5 à 7 des finalistes le lundi 24 avril à la salle Jean-Marc Dion. Ce sera l'occasion pour les milieux des affaires de féliciter les participants au gala Les Météores 2017. La députée fédérale Marilyn Gill salue la création du collectif Sept-Îles Agir Avenir. Elle n'a aucune objection à ce que le collectif demeure apolitique en n'invitant pas le maire, les conseillers municipaux et les députés. Selon Marilyn Gill, le nouveau collectif nourrit son travail. Elle croit que le groupe permettra d'ajouter de la pression sur le gouvernement. La députée du Bloc québécois a rencontré des membres du collectif Sept-Îles Agir Avenir. Elle croit que l'initiative de la Chambre de commerce de Sept-Îles devrait inspirer la région pour la création d'un tel collectif pour toute la Côte-Nord. Le maire de Sept-Îles, Régent Porlier, et la députée provinciale Lorraine Richard ont vivement critiqué la décision des 7 organismes membres du collectif de ne pas inviter les élus. Ici, Radio-Canada télédiffusera une mini-série documentaire sur le projet ambitieux et motivateur Inumeshkenu de Stanley Volant. Natif de la Côte-Nord, le docteur Volant réalise une marche de 6000 km sur 6 ans à la rencontre des communautés autochtones du Québec, de l'Ontario et du Labrador. Stanley Volant a parcouru de nombreux kilomètres sur la Côte-Nord en été, en automne et même l'hiver. Il avait débuté son périple en 2011 avec une marche de 620 km de Natashquan à Sept-Îles-Ouachat. La première diffusion nationale de la mini-série documentaire intitulée Stanley Volant de Compostelle à Coudjouac est prévue en 2 épisodes les samedis 22 et 29 avril. Ben voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. La crevette nordique, on l'appelle aussi, la crevette de Sept-Îles. Il y a d'autres gens au Québec qui l'appellent la crevette de Matane. Non. Mais c'est la crevette de Sept-Îles. Oui. Et un vrai crevettier sera avec nous, Jean-Pierre Elemen, pêcheur de crevettes, s'en vient en studio à la Côte-Nord Attitude. Attitude.
Du lundi au vendredi à 9h40 et 16h45, Aluminerie Alouette présente En bref chez nous, une émission consacrée aux organismes à but non lucratif. Aluminerie Alouette vous permet d'en apprendre plus sur les activités organisées par des gens de chez nous. En bref chez nous, à 9h40 et 16h45. Présenté par Aluminerie Alouette. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. C'est la grande vente du printemps sur la boutique Attraction. Des rabais exceptionnels pour souligner l'arrivée du beau temps. Du samedi 1er au mercredi 5 avril, pour 5 jours seulement, profitez d'un rabais de 75%, oui, 75% sur tous vos achats sur la boutiqueattraction.com. Rendez-vous sur la boutique et entrez le code promo printemps au moment de faire votre transaction. C'est le printemps, c'est le temps de se gâter, mais faites vite, ça se termine le 5 avril. Boutique Attraction, des offres exceptionnelles sans exception. Salut, c'est PA d'Atelier Laforge. Quand on fait affaire avec la radio, on conserve des emplois ici, on fait affaire avec des gens d'ici. Quand on a besoin de rejoindre les clients rapidement, on veut mettre une promotion en ondes, on va avoir un rendement tout de suite, on a des résultats. Quand on appelle notre représentant, on est capable de passer en ondes en dedans de quelques heures. Et lorsqu'on a besoin d'aide pour un événement, vous êtes toujours présent. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'Attraction. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. 1. Moi, j'en ai mangé en fin de semaine des bonnes crevettes de Sept-Îles. T'en as pas mangé, toi, Tommy? J'ai même pas eu le temps en fin de semaine. J'aurais dû, là, mais j'ai pas eu le temps. Ah ouais, des bonnes grosses crevettes? Ah, c'est de la petite? OK, ben là, c'est ça, on va pouvoir en parler parce qu'on a un spécialiste avec nous, hein? On va parler du début de la pêche à la crevette avec un pêcheur de crevettes, Jean-Pierre Elemens. Bonjour. Il paraît qu'il y en a plus beaucoup des pêcheurs de crevettes à Sept-Îles, là. Il y a les Inuits qui ont quelques permis. Il y a toi, quoi? Ouais. Comme Blanc, il reste avec moi, là. L'autre, c'est un bateau autochtone. Un bateau qui appartient aux Autochtones. OK. Mais quand on se chicane, là, la crevette de Matane, la crevette de Sept-Îles, la réalité, c'est que les bancs de crevettes sont du côté nord, mais la transformation de plus en plus, ça se fait presque toute du côté de la rive sud maintenant, hein? Ouais, c'est toute sa rive sud. Non, pas d'usine sur la côte nord. OK. Il a resté crevette de Matane parce que la première usine au Québec à transformer de la crevette a été faite à Matane. Fait que ça a resté que le nom de crevette de Matane. Mais ça doit au TPG au large de cette île. Ouais. Moi, ce que j'ai mangé en fin de semaine, c'est sûr que c'est de la crevette de Sept-Îles. Je sais pas c'est qui est allé à la pêche, mais dans les deux poissonneries de Sept-Îles, il y avait de la crevette, là, fraîche. Ouais, c'est deux bateaux qui pêchent pour les poissonneries, là. Puis, c'est pour ça qu'il y en avait un peu sur le marché. Ouais. Ça, c'est bien sûr, ça se fait en dehors du plan conjoint. Les poissonneries ont des ententes avec certains pêcheurs pour alimenter le marché local, qui est quand même pas négligeable, hein, le marché du crabe et de la crevette en avril. Tout le monde en veut. Ouais, c'est sûr. C'est la folie furieuse pour le... Toi, tu dois te solliciter. T'as des appels d'à peu près tous tes chums à cette île. Amène-moi ça en direct. Ouais, mais j'en débarque pas ici. Je suis pas le droit. Ah non, c'est ça. Fait que vous, selon les règlements, faut absolument que ça soit transformé de l'autre bord. Vendu et transformé. Nécessairement transformé de l'autre bord, mais c'est parce que on a une entente que moi, quand je décharge le bateau, faut que je décharge le bateau au complet. Je peux même pas n'apporter 10 livres pour moi chez nous. Ah non, OK. Faut que je colle les peseurs à quai, faut que je colle toutes sortes d'affaires, ça coûte une fortune. Ça fait que on décharge en libre, ça coûte ici. Vous pêchez, puis une fois que vous arrivez à quai, c'est pas vous qui vous occupez du reste. Non, c'est tout livré à l'usine, puis c'est même ça marche. Mais vous pêchez quoi, au large de Port-Cartier? C'est là qu'il y a un gros banc de crevettes. Il y en a en Anticosti aussi. Il y a deux gros bancs dans le secteur ici, là. Oui, t'as le secteur d'Anticosti, le secteur de Sept-Îles, puis un petit peu de l'estuaire, le bout de Bécamo. OK. Puis c'est livré, dans le fond, avec votre bateau, quand vous avez fini votre pêche, vous allez à Matane. À Matane, où on peut décharger aussi. Le quota d'Anticosti, normalement, on décharge à Rivière-au-Nord, parce que c'est plus proche. OK. Puis on peut en décharger à Mont-Louis aussi. Ouais. Mais ça s'en va tout à Matane. Okay. Ouais. Moi, je connais bien un petit peu l'industrie du crabe, où les Inuits sont aussi très, très présents, mais c'est lucratif, le crabe des neiges, là. Il y a peut-être des années que les quotas sont plus bas que d'autres. On s'astine sur le prix en chaque début de saison. Mais pour ce qui est de la crevette, est-ce que vous faites des pêches lucratives, vous? Ben, c'est lucratif quand on peut avoir... tu veux dire, ça dépend tout le temps des saisons, l'abondance de l'espèce, puis aussi les prix. Tu sais, les autres, là, tellement de facteurs. Là, c'est une pêche qui coûte très cher, la crevette. Hein? Ça demande beaucoup de carburant. Ça demande... Ben c'est ça, vous promenez pas mal, finalement. Gros équipage, puis... tu sais, parce que là, d'aller... c'est une pêche... Combien de personnes avec vous sur le bateau, là? 3. Ça prend donc 4 personnes à bord. Oui. Et là, c'est 4 salaires, ça. D'avoir à aller
porter ça de l'autre bord ou ailleurs et de revenir ici plutôt que d'arriver ici et de faire la transformation ici. C'est ça le carburant dans le fond qui demande beaucoup ou c'est plus plusieurs sorties? Parce que nous autres, un voyage, là, c'est pas dur à calculer. C'est un voyage, c'est entre 4500 et 6000 pièces de fuel par voyage. Ah, tant que ça? Si t'en fais 15, ben, multiplie par 15. Si t'en fais 20, multiplie par 20. Ouais. Oh, OK, c'est pas mal. Mais là, en 2017, je pense que vous avez des légères baisses de quota, mais le prix devrait être bon, quoi. Ça reste à négocier, c'est pas fait. Non, on a une coupure de 20% sur notre quota. 20% sur notre quota. En plus, ben là, les prix, c'est une baisse de 40% à date par rapport à l'année passée, pas loin de 40% de moins. OK, là, on est en train de vous négocier une grosse baisse de prix, là. Là, manger ben 2 bouts, là. Ouais. Okay. Mais là, vous êtes en grève, là. Vous acceptez pas ça, c'est ça? On peut pas accepter ça. OK. Êtes-vous regroupé au sein d'une association, un regroupement des pêcheurs de crevettes du Québec, quoi? Il y a un plan conjoint dans la Gaspésie. Eux autres, ça regroupe 2 usines, puis en plus, nous autres, on a les pêcheurs de Matane, on n'est pas dans le plan conjoint, on est solidaires avec ces pêcheurs-là. OK. Ça fait que vous n'avez pas une grosse marge de manœuvre pour négocier non plus. Des acheteurs possibles, il n'y en a pas en dehors du plan conjoint. Non, on est tous, on appartient tous aux usines, là. On peut pas aller ailleurs, on peut pas changer d'usine. C'est un cartel qui est fait dans la crevette, là, c'est la loi de l'Omerta, là. Personne parle, puis, vous n'avez pas de marge de manœuvre nulle part. Non, pas de marge. Pareil comme une petite souris dans le coin qui guettait bien gros chaud. OK. Bon, on était chanceux à cette île, quoi. Les pêcheurs, ça, c'est correct qu'il y ait des ententes avec les poissonneries, finalement. Qu'on ait de la crevette à cette île. Ça nous prend de la crevette au mois de 1er avril, nous autres, ça nous prend de la crevette. Ils sont comme chanceux, là, pareil, d'être capables de débarquer le prise, tu sais, ça a toujours été, puis pas d'opposition avec ça. Rappelons dans votre cas l'histoire, là. Dans le fond, vous êtes un ancien pêcheur de poissons de fond. Quand les choses allaient très, très mal au milieu des années 90, on arrêtait ça avec un moratoire du côté du ministère des Pêches et des Océans. Mais là, les pêcheurs de poissons de fond, c'était leur métier, c'était leur travail. On a voulu en récupérer quelques-uns dans les pêches qui étaient encore lucratives. Il y en a plusieurs qui font partie du groupe B de la zone 16 de pêche au crabe des neiges. On doit à des petites quantités de crabes, peut-être 7% là, de la ressource qui se partage, une vingtaine de pêcheurs. Toi, c'est ton cas aussi, là. T'es un ancien pêcheur de poissons de fond. On t'a donné accès à la crevette pour continuer de vivre des pêches. Ouais, c'est parce que moi, j'ai embarqué dans un plan de rationalisation où on était à 22, je pense, pêcheurs de poissons de fond. Mais là, on se ramasse à 10. Il y a eu un plan, c'est nous autres, on trouvait de racheter les 10, 12 qui sont partis. OK. Pour racheter le port de quota de crevettes, se faire un petit quota pour être capable de vivre avec ça, de vivre avec ça. Ça vous fait plus de volume, donc éventuellement une entreprise qui peut tirer son épingle du jeu chaque saison. On l'a pas eu gratis, là. Non. Il a fallu se rendetter. Faut rembourser. Pour rembourser, là. Puis il faut adapter aussi les bateaux, l'équipement, ça aussi, là, c'est un investissement. Moi, mon bateau, il était payé. Fait juste la crevette, là. Mon ancien bateau, il était payé à moi, il était vieux, il était trop petit, j'ai trouvé de racheter un autre bateau. Ouais. Puis rééquiper ça. Puis, Mais vous faites juste de la crevette. La semaine passée, je recevais Paulo Giannet. C'est un petit pêcheur de crabe, mais il fait 6 espèces à un moment donné. Il prend de l'équipement tout le tour de son bateau. Moi, je fais juste la crevette puis un programme expérimental de pêche sentinelle pour le ministère. C'est-tu compliqué à capturer la crevette? Comment vous fonctionnez? C'est pas des paniers, c'est pas comme le crabe, là. Non, on n'apporte pas ça, quoi. Nous autres, on est des gars de chalut, on est des chalutiers. C'est des chalutiers. On est formés là-dedans, puis pour nous autres, c'est pas difficile. Là. Ça, c'est des gros filets qu'on laisse traîner dans l'eau puis on ramasse. C'est comme des filets à grille là qu'on laisse traîner. C'est comme certains, c'est une poche qu'on traîne avec 2 panneaux. Il faut connaître les spots, monsieur Élément. On s'en va pas avec ça n'importe où au large, puis on va ramener de la crevette à volonté. Pas trop t'improviser. Les premiers jours de la saison, on les cherche, quoi. On cherche les... Pas trop t'improviser là-dedans, parce que les fonds, c'est pas l'asphalte partout, là. C'est rough, tu déchires, tu brises, puis tu sais... plus la pêche est dure, plus que ça brise l'équipement. Bon, on essaye un peu partout, puis... C'est sûr que... C'est dans ce temps-là qu'on est mal pris, hein. Quand on brise ses équipements en pleine saison, on perd des semaines rentables. Il y a plein de choses à faire attention dans les pêches. Ça coûte cher, pêcher à la crevette. Très cher. Quand on a, 40 ans d'expérience comme vous, ça devient plus facile. On sait où aller quand? Des fois, ça devient plus facile, mais d'autres fois, ça devient plus compliqué. On devient plus fantasme, on s'essaye. C'est ça. Est-ce qu'il y a de la relève? Est-ce qu'il y a des jeunes là, qui vous en parlent de peut-être là, embarquer avec vous pour apprendre le métier? Moi, j'ai une bonne relève. J'ai mes 2 garçons avec moi. OK. Mes 2 garçons qui ont été formés à l'école des pêches et tout. Martin, plus vieux, c'est
beaucoup, qui ont au-dessus de 20 ans qui payent chaque mois. Puis Rémi, c'est pareil. Il y a des gars que... C'est souvent le cas, des entreprises familiales. Les entreprises de pêche à cette île, c'est souvent des entreprises familiales, hein? Ben oui, parce que au prix que ça coûte pour rentrer dans la pêche, pour acquérir des permis, c'est pas pensable. Là, ça se lègue en héritage. Pratiquement. Ouais, quasiment. Ouais. C'est une belle vie, ça, travailler sur un bateau avec ces deux garçons, quand même. Ça rend la chose plus agréable, non? Ouais, moi, j'adore ça. Et puis, êtes-vous inquiet pour l'avenir de la ressource? Là, je voyais les rapports des scientifiques récemment. Il y a de l'inquiétude, là. On nous dit que depuis 2010, dans les 3 zones de la côte nord, il semblerait que la biomasse de crevettes diminue. Vous êtes un pêcheur, vous allez me le dire. Pour vrai, des fois, les scientifiques, ils sont pas toujours sur le terrain. Ce côté-là, là... Ils ont raison, vous pensez, la biomasse diminue? La crevette, là, elle monte des signes d'essoufflement un peu, là. Okay. Ouais. Certaines zones, en grosseur, surtout. Et même lu des rapports catastrophes, l'an passé, qu'elle allait changer de couleur avec les changements climatiques, qu'elle serait plus mangeable, qu'elle aurait plus la même texture. Il y a de l'exagération, vous pensez? Ça, ce reportage-là, c'est exagéré un peu, je pense, là. Mais vous parlez vraiment, elle rapetisse, elle devient de plus en plus petite. Ben, ce qui arrive, là, la crevette, tu sais, ça vient au monde toute mâle, puis ça finit toute femelle. OK. Tu sais, c'est hermaphrodite. Pour vrai, ouais, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Puis, ce qui arrive, nous autres, quand on commence à pêcher le printemps de bonne heure, on est dans la période de fraye. OK. C'est pour ça qu'on en mange avec plein d'œufs, finalement, au début de saison. La saison saisir se tire. Il y a des bateaux qui finissent le mois de décembre. Là, t'es dans la deuxième fraye de l'automne. OK. Ça lui donne pas de chance, là. Il faudrait qu'il y ait une date, d'après moi, limite un peu pour donner une chance, surtout la fraye d'automne. Mais il me semble que les scientifiques pensent à ça. La gestion des pêches considère les périodes de reproduction, les lieux. Comme le crabe, là, on le sait, c'est cyclique. Le crabe, les quotas changent à chaque année. Dans le cas de la crevette, c'est pas nécessairement un cycle là, de reproduction. C'est cyclique aussi. C'est cyclique aussi, ouais. Puis ce qui arrive, les poissons de fond s'en viennent tranquillement. Là. On a des cohortes de poissons rouges épouvantables. Mais oui, c'est ça qu'ils disent, les scientifiques. Puis ça, c'est le plus gros prédateur de la crevette. Le sébasse, il mange les œufs de la crevette quand il est petit, puis quand il est plus gros, il mange la crevette. Puis là, le poisson de fond, la morue revient. Ouais. Ça aussi, ça mange la crevette. La morue revient tranquillement, ça fait que sur les mêmes fonds, ça déplace la crevette. La crevette peut être portée en flotte. Oui. Bon, pour ça qu'au début de cette année, là, la pêche est pas bonne. Oui. La pêche à crevette, à date, est pas bonne. Nos baleines, là, qui paraît qu'ils ont passé l'hiver dans le Saint-Laurent, ça mange-tu de la crevette aussi, ça, des baleines? Ça mange le krill, surtout. Ça, c'est plus petit que la crevette, ça. Fait que ça, c'est pas le prédateur principal, c'est vraiment les poissons de fond, là, présentement. Les poissons rouges. Les poissons rouges, ouais. Okay. Mais oui, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de l'industrie de la pêche à la crevette? C'est les consommateurs qui seraient les plus mal pris. Moi, là, ça commence à m'inquiéter. Ouais. Sérieusement. Surtout que vos garçons sont des pêches. Vous aimeriez que ça continue pendant des années encore? Oui. Le rôle, c'est les scientifiques qui l'ont d'ajuster certains paramètres pour d'année en année pour les quotas, pour les zones, les dates. Ouais, les scientifiques, le malheur qu'il y a qu'eux autres, c'est qu'ils consultent pas assez avec les pêcheurs. OK. Nous autres, des fois, là, ils prennent des décisions, puis ils parlent comme ceux qui les payent, puis ils s'occupent pas de nous autres. OK. Ouais. Vous autres, vous êtes les yeux directs de la ressource. Ouais. Okay. Mais là, la grosse difficulté à court terme, c'est la négociation. On a de la difficulté à s'entendre entre les pêcheurs et les producteurs de crevettes là, qui la mettent sur le marché. Ouais, c'est ça qu'il y a, là. Nous autres, ils nous comptent sur l'oreille. On a des crevettes en inventaire, puis c'est ici, puis c'est ça. Mais je trouve ça terriblement bizarre, parce que toutes les autres espèces, les prix sont en montée épouvantables au niveau du homard, au niveau du crabe, et les prix qu'il n'y a jamais été vus. Mais je comprends pas pourquoi ce serait pas pareil pour la crevette, parce que les marchés, il y a un engouement, là. À chaque année, quand t'arrives le 1er avril, le monde va voir à la poissonnerie s'il y a de la crevette. C'est au moins statu quo que l'année passée, toujours. OK. Ouais. On se verra pas moins que ça, là. On vivrait avec le statu quo. Ben oui. OK. Et là, est-ce que vous avez espoir que ça se règle, la négociation, quoi? Sinon, il y aura pas de pêche de l'année? Ça se peut pas, ça? Oui, il va finir par y avoir une pêche, mais ça va être tordu. OK. Je pense pas que ça va être à notre avantage, avec cette partie-là. Ouais. Dans le cas du crabe, c'est une saison de 14 semaines. Dans le cas de la crevette, vous avez le droit d'aller jusqu'en décembre, quoi? C'est des quotas fixes? Ouais, c'est une période du 1er avril au 31 décembre. La saison est là. Là, ce qu'on est pris, quand on arrive tard à l'automne, c'est qu'il y a des fermetures de carrés qu'on appelle, là. C'est tous des secteurs qui est fermé à cause du poisson rouge. Quand il y a 4 trous de poisson rouge, les observateurs, ils ferment un carré de pêche. T'as pas le droit d'aller là. Vous avez plus le droit d'y aller. L'autre bord. Là, t'arrives, t'es carotté partout. T'as quasiment plus de place à pêcher, t'as plus de terrain. Ouais. Ah, OK.
Là, c'est difficile de se trouver une zone là, de quand pêche. il ferme un carré, mais ça lui prend toute bien une heure. Fermer ça, décider que c'est fermé telle place à telle place, mais ça prend 2 semaines de le faire ouvrir. Il faut que tu retournes là, au bout de 2 semaines, avec un observateur pour essayer de faire ouvrir, dire qu'il n'y a pas de poisson rouge, tu sais, qu'on est capable de pêcher à crevette. C'est fini plus. Pas mal plus complexe qu'on peut penser. Hein? Oui. Et pour revenir sur le fameux débat entre la crevette de Matane et la crevette de Sept-Îles, c'est de la crevette de la Côte-Nord qui est transformée sur la Rive-Sud. C'est-tu parce que quelqu'un a dormi au gaz à un moment donné, quoi, qu'on n'a pas de transformation ici? Il me semble que dans une période là de ralentissement économique comme ça, des emplois dans la transformation de crevettes seraient bienvenus. Il n'y avait pas Quand ils ont commencé à pêcher à la crevette, il n'y avait pas d'usine, aucune place. Puis la première usine à crevette de transformation qui a été faite à Matane. OK. Fait que C'est pour ça que l'industrie s'est ramassée ils là. ont parti sur le nom de crevette de Matane, puis ça restait là. Ah oui. Bon, ben, ouvrez une usine à Sept-Îles, rappelez ça les Aussi crevettes de simple que Sept-Îles. C'est juste ça. Aussi simple. Parce que dans le cas du homard, on l'associe aux îles de la Madeleine. Ouais, la crevette, on sait plus à qui l'associer. Le crabe, ben, il est bon ces deux rives, je pense. Oui. Pas de problème. Ben, on va vous souhaiter une bonne saison. On va d'abord vous souhaiter une entente avec un acheteur pour avoir une bonne saison de pêche à la crevette. Monsieur Jean-Pierre Alleman, je rappelle que vous êtes crevettier à Sept-Îles. Un gros merci de venir nous voir en direct à Côte-Nord Attitude ce midi. Merci beaucoup de me donner l'opportunité d'expliquer aux gens un petit peu ce qui se passe dans le domaine de la crevette. Ben, un gros merci. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Sept-Îles Embellissement Nutri de Côte-Nord. Problème d'impôt? Nous sommes votre solution avant le 30 avril pour vos déclarations. Ayant plus de 25 années d'expérience, laissez notre équipe s'en occuper et contactez-nous au service de comptabilité Bernier et Harrison au 88 968 83 72 ou venez nous rencontrer au 441 avenue Brochu, bureau 101. Nos professionnels vous attendent. Et puis, j'ai parlé un peu plus tôt ce matin avec 2 entrepreneurs, de jeunes hommes d'affaires de Sept-Îles qui se sont partis. Un restaurant nouveau concept. Il est ouvert depuis 1 mois et demi dans la région de Québec. Ça marche très, très bien. On envisage même d'ouvrir une chaîne avec ça, avec des tentacules jusqu'à Sept-Îles peut-être. Ça s'appelle Tartare Station. Les 2 entrepreneurs, Pierre-Antoine Morancy et Jean-Félix Bureau, sont natifs de Sept-Îles. Ils sont avec nous en entrevue dans quelques secondes. Attraction Radio est à la recherche d'un représentant ou d'une représentante commerciale pour les stations CIPC 99.1 La Radio Active et CKCN 94.1 Pure FM dans le marché de Port-Cartier. Le titulaire du poste devra être organisé, soucieux des détails ainsi qu'à être autonome tout en ayant la capacité à collaborer en équipe. Pour postuler, écrivez à chevalier@commercialattractionradio.ca ou téléphonez-nous au 418 962 3838. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Je vais m'entretenir avec 2 jeunes entrepreneurs originaires de Sept-Îles qui opèrent maintenant un nouveau concept unique de restauration, Tartare Station, dans la région de Québec. Il s'agit de Pierre-Antoine Morancy et Jean-Félix Bureau, tous les 2 originaires de Sept-Îles. Bonjour, messieurs. Bon matin. On va parler de votre nouveau concept de restauration. Là, ça fait peut-être 1 mois et demi que c'est commencé dans la région de Québec. C'est pas votre premier commerce à part ça. Tartare Station, ça marche bien pour l'instant? Et on vit un rêve en ce moment, les 2 étant justement des gens qui travaillent fort puis qui ont tout le temps cherché une façon de se démarquer un peu dans la vie. On voulait se lancer en affaires étant un peu plus jeune, puis là avec un concept de restauration nouveau, les gens l'apprécient beaucoup, on pourrait pas demander mieux. Pour le décrire, là, Tartare Station comme concept unique, c'est un peu quoi, du fast-food avec du tartare, c'est quand même spécial, là. Oui, effectivement on n'a pas vu ça souvent, puis c'est la nouveauté, les gens demandaient du tartare à Québec, en tout cas, c'est une des modes présentement qui est très forte, là, les gens en mangent de plus en plus, on le sait, on le voit, nous-mêmes, on est des grands amateurs de ce produit-là, puis on s'est lancé là-dedans en se disant, écoutez, je pense que les gens sont prêts à recevoir un concept comme ça. Puis on offre aussi la livraison, ce qui est une première à Québec, là, puis même au Québec, il n'y a pas grand gens qui offrent la livraison de tartare, je vous dirais. Le concept comme tel, c'est la qualité du produit d'abord, à bon prix et servi rapidement. Est-ce que c'est une idée que vous avez été chercher ailleurs dans le monde ou c'est venu de vos petites têtes, là? Nos associés ont joué un gros rôle là-dedans, à développer tous les concepts. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils travaillent et qu'ils vendent des tartares dans leur autre restaurant. Mais ils voulaient vraiment essayer le concept de manger un tartare d'une excellente qualité, comme dans un restaurant avec service.
met dans un comptoir rapide, puis on s'est dit on va l'essayer. Et à date, ça marche super bien. Quand on essaye un concept unique, il y a une part de risque là-dedans, j'imagine. On a dû quand même étudier le marché, mais pour l'instant, ça se présente bien, là. Après 5-6 semaines, on pense que il y a de l'avenir là-dedans? Oui, on est très, très optimiste, même que présentement, avec qu'est-ce qu'on vit comme réalité en termes de chiffres, on s'imagine être capable de décoller vers une autre succursale, nous autres même en mode corporatif, puis ouvrir le franchisage d'ici une couple de mois, si tout va bien encore. OK. 3 mois, ça devrait bien aller à l'expansion. Dans le cas de Pierre-Antoine, je sais qu'il a étudié dans le domaine des finances, là, ça va assez bien, mais pour toi, Jean-Félix, t'as décroché du génie pour t'en aller en restauration, quoi. Oui, effectivement. Pas nécessairement en restauration, je voudrais plus en affaires. Quand j'ai fini mon cours en génie à l'ETS, je me suis emmené directement à Québec pour venir retrouver justement ma famille qui sont bien établis en affaires. Puis on a commencé justement avec les business de Vapo Shop. Puis après 2 ans, on s'est dit, OK, on se lance dans la restauration. Puis c'est des beaux défis, on travaille fort, puis on apprend tous les jours. Je pense que vos partenaires sont importants là-dedans. Là. Ils sont d'un soutien précieux pour vous autres, comme jeunes entrepreneurs aussi. Le groupe Blanchette à Québec est déjà bien établi. Hein? C'est les gens de Taizone, entre autres. Oui, exactement. Puis présentement, de Chocolato et des shakers cuisinés mixologie. Les petites grenouilles également, donc il y en a une à cette île. Ça fait qu'on était avec un groupe d'investisseurs, non seulement investisseurs, mais qui ont un coffre d'outils incroyable, avec des ressources qui nous permettent nous-mêmes d'exploiter notre plein potentiel, puis de foncer en ayant justement tout le temps quelqu'un en arrière qui dit hey, regarde, c'est par là qu'on s'en va, puis ça nous aide à chaque jour. Oui, ça c'est rassurant, bien sûr. C'est votre deuxième entreprise, là, le commerce Vapo Shop, c'est ça? Ça marche toujours aussi, ça? C'est encore là, c'est encore implanté à Québec. On a une franchise à Lévis. On a un manufacturier de liquide qui distribue des produits via un distributeur canadien. On a trouvé 2 jeunes pour nous épauler là-dedans qui sont présentement dans le commerce, qui chapeautent ça pour nous, puis on pourrait pas dire qu'on souhaiterait mieux. C'est pas vrai, tout va trop bien en ce moment. C'est quoi qui marche bien là, dans votre concept? On parle de poke bowl, là. C'est quoi exactement? On match finalement la viande crue, là, le tartare avec quoi? Des épices, des condiments, des choses comme ça, là? Ouais, c'est ça, à la base d'un poke bowl. C'est vraiment un bol, c'est un sushi décomposé, c'est un bol de riz avec différents agencements de fruits et légumes. Nous, on vient simplement choisir on a 5 sortes de poke bowl. On a une dizaine de sortes de tartare. On agence le tartare de notre choix au poke bowl de notre choix. C'est pas mal ça. Et tout le concept de livraison, je pense que ça aussi, finalement, ça sort un peu des standards pour offrir du tartare, là. Oui, effectivement. Mais au début, c'était quand même c'était un gros défi parce que c'est quand même assez compliqué de garder la viande à la bonne température pour le client une fois que ça arrive à la porte, puisque les livraisons, on s'entend, ça peut prendre de 45, 50, 60 minutes. Puis on a développé un nouveau concept avec une pastille de glace qui garde le tartare à la bonne température durant toute la livraison. Ouais. Vos chums de cette île vont vous voir de temps en temps à Québec. La population de la Côte-Nord, généralement, transite à l'occasion par Québec quelques fois dans l'année. Là, pour les gens qui voudraient aller prendre connaissance du concept mis en place par 2 entrepreneurs de cette île, c'est à la Pyramide, au centre commercial La Pyramide à Québec qu'on vous retrouve. Oui, exact. Puis on est déjà chanceux parce que même on le voit, là, il y a des gens de cette île qui passent, même si des fois on les reconnaît pas tous parce qu'on a beaucoup dans le ticket un peu, puis on est là 7 jours sur 7, ben ça nous fait extrêmement plaisir d'avoir le support de notre gang de la Côte-Nord, puis on est fiers de vous représenter et continuer de faire avancer des choses ici à Québec. Mais là, à partir de la Pyramide à Québec, vous pouvez faire de la livraison, mais dans un espace limité. On livre pas jusqu'à cette île actuellement, là? Non, on livre juste sur le territoire de Sainte-Foy. Là, on a reçu beaucoup d'appels pour Cap-Rouge, Le Bourgneuf, Lévis. Ça va aller avec les autres succursales, mais pour l'instant, on fait tout le secteur de Sainte-Foy. Moi, je connais assez bien vos papas, dont celui qui est maire de cette île, Régent Porlier, celui qui est directeur général de la ville, Claude Bureau. Peut-être que les gens de cette île, les gens dans le milieu municipal aimeraient ça, voir revenir des entrepreneurs comme vous autres dans la région, s'établir ici puis partir des projets comme ça. C'est sûr que Tartare Station, c'est pas un concept qui s'appliquerait dans une petite ville comme cette île nécessairement. Hein? On y a pensé, on en parle. Pour vrai, ouais? Oui, puis il n'y a rien d'impossible parce que la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir le plus gros des locales pour pouvoir offrir notre produit. C'est comme un comptoir à sushi à quelque part. Ça prend pas nécessairement le gros local. Ça fait que la journée qu'il y a des investisseurs ou des gens motivés
en entrepreneuriat qui pensent que le concept peut se développer. Il y a possibilité qu'on vienne faire un tour, qu'on les aide à décoller, puis nous autres même, on n'a jamais fermé la porte à venir développer des projets à cette île. C'est une ville qui est, selon nous, encore en complète expansion puis développement entrepreneurial, puis il y a beaucoup de possibilités. Vous autres, vous voyez vraiment toute votre carrière, votre avenir au complet avec ce concept-là. Tartare Station, ça devrait marcher pour des années à venir, là. Ça peut même devenir une chaîne implantée partout au Québec et qui sait peut-être au-delà. Oui, effectivement, c'est le but. C'est pour ça qu'on travaille fort présentement, à tout bien structurer les opérations dans le restaurant pour pouvoir le développer au plus vite. Mais oui, on a quelques années à mettre dans le projet, il n'y a aucun doute. Vous n'avez pas peur que ça soit éphémère, la mode du tartare? Il y a eu celle du sushi il y a quelques années à peine. Tout le monde s'est garoché dans le sushi, puis la vague a un petit peu passé, là. Ça risque pas d'arriver avec le tartare aussi? C'est tellement drôle parce que le sushi présentement, là, les yuzu sushi là, qu'on voit à Québec qui sont démarrés depuis une quinzaine d'années justement, là, qui s'en vend encore, puis on travaille avec des gens dans le franchissage, puis à tous les jours on entend un qui se développe ailleurs puis ailleurs. Puis nous autres on apporte la nouvelle alternative avec le tartare qui est wow, qui est un autre goût, un mélange de saveurs extraordinaire, qu'on apporte la fraîcheur également, puis on pense qu'on est le sushi de demain en fait, puis que c'est nous autres qui va apporter la mode pour les 5 à 10 prochaines années. Et ce qui semble une formule gagnante dans votre affaire, c'est d'avoir des partenaires aussi solides là, que la famille Blanchette finalement. Là, ça vous assure votre avenir peut-être. Là. Vous êtes dans un groupe finalement. Oui, effectivement, on fait partie du groupe. Pas avec les projets qu'on a développés. C'est le deuxième qu'on développe avec le groupe. Puis c'est sûr que leur coffre d'outils est incroyable. À tous les jours, on sort de leur coffre d'outils qui regorge de ressources pour avancer. Puis ça avance beaucoup plus vite avec le groupe, il n'y a aucun doute. Oui, mais vous essayez des concepts qui sont pas gagnés d'avance. Là, je pense au Vapo Shop. Ça se poursuit cette expérience-là. C'est rentable les Vapo Shop. On pensait que ça allait être éphémère aussi, ça. Ça a été un beau risque, hein. Puis comme on dit souvent, on a pris des risques dans ces entreprises-là. Puis n'importe qui prend un risque, qui travaille fort, éventuellement, ça vient à payer peut-être un petit peu plus. Puis dans le cas du Vapo Shop, on s'attendait nous-mêmes à placer des présentoirs dans les dépanneurs, qui était notre concept initial. Puis malheureusement, avec les lois qui sont mises nous frapper très fort, on a dû retirer la majorité de nos points de vente. Mais ce qu'on a mis en place présentement travaille pour nous, puis à un rythme qu'on n'aurait jamais pu souhaiter. Là, c'est extraordinaire ce qu'on vit présentement. Pour qu'est-ce qui est du tartare, ben c'est encore un autre beau risque qu'on a pris. Puis au début, il n'y a personne qui était sûr de qu'est-ce qu'on s'en allait faire là. Hein. Puis même nos associés, on s'attendait à vivre un début qui allait annoncer probablement tout ce qu'on va vivre dans le futur. Puis on regrette rien présentement, même que la pédale est au fond. Eh bien, bravo, les gars. J'espère que votre succès va se continuer puis va rayonner jusqu'à cette île. Un gros merci pour cette entrevue radio. Pierre-Antoine Morancy et Jean-Félix Bureau. Je rappelle que vous opérez le nouveau restaurant Tartare Station à Québec. Merci beaucoup de votre disponibilité. Merci, Jean. Merci beaucoup. On devrait se voir au tournoi orange. Ah oui, sûrement. Parfait, merci. Merci, Jean. Côte-Nord. Attitude. L'entretien de votre voiture vous stresse? Chez Point S, service du pneu PJL, le pneu tourisme 4 saisons Toyo Extensa AS rehausse la maniabilité pour une vaste gamme de voitures et de camionnettes. Avec sa longue durée de vie, une maniabilité précise et un roulement confortable, l'Extensa AS vous procure toute la fiabilité dont vous avez besoin. Chez votre détaillant Point S, service du pneu PJL, 354 L'Or à Sept-Îles. Pas de stress, il y a Point S. L'enquêteur qui a réalisé le travail concernant l'accident d'hélicoptère survenu au nord de cette île sur la rivière Népissis le 2 septembre 2015 est un très bon vulgarisateur. Il s'appelle Denis Deroy. Il sera avec nous en entrevue dans quelques instants pour nous expliquer exactement comment ça s'était passé, ce drame près de cette île. Bonheur PM. Allô, c'est David. C'est moi qui ai le bonheur de vous accompagner pour votre retour à la maison. Je vous propose une émission simple où se côtoie un peu d'infos, de sport, de potins showbiz, un brin de folie et surtout la meilleure musique. Je vous attends du lundi au jeudi dès 15h. Pure FM 94.1 Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1 Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a rendu public hier le rapport suite à l'accident mortel en hélicoptère survenu en début septembre 2015, le 2 septembre, au nord de cette île. C'est un hélicoptère de Hélinor qui se promenait dans le secteur de la passe à saumon de la rivière Népissis. Monsieur Denis Deroy est l'enquêteur du BST dans ce dossier. Bonjour, Monsieur Deroy. Bonjour, monsieur. Monsieur Deroy, peut-être d'abord expliquer
expliquer les étapes là quand il y a un accident comme ça là dans un avion, un hélicoptère? On a automatiquement une enquête du Bureau de la sécurité des transports? Oui, à partir du moment qu'il y a un accident, oui. Maintenant, on va décider là, à chaque fois si on va déployer ou non. Dans ce cas-ci, on a eu l'appel de la Sûreté du Québec à l'effet qu'il y avait, au moment où on a parlé à eux, là, qu'il y avait un minimum de 2 décès avec des blessés graves. Comme c'est un hélicoptère commercial, c'est un opérateur commercial, un nouvel opérateur commercial également, il n'y avait pas de doute dans la tête là, qu'on devait enquêter, qu'on devait se déplacer sur place. Donc, vous êtes venu sur place, vous êtes allé sur les lieux à la rivière Népissis. On procède comment? Là? Il y a 3 étapes quand on fait des enquêtes chez vous. Il y a bien sûr l'analyse de tout ce qu'on peut avoir comme information des restants de mécanique, mais il y a aussi sûrement des interviews là, avec les témoins. Oui, absolument. Nous autres, dans un premier temps, on s'est rendu à Sept-Îles. On a loué un hélicoptère naturellement pour se rendre sur place. Dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on documente le site en question. Là. On documente ce qu'on voit, les bris, les angles d'impact, ainsi de suite, les instruments qui pourraient nous servir à faire des analyses, par exemple les GPF portatifs, les téléphones cellulaires. Maintenant, avec les données des téléphones cellulaires, on est en mesure d'aller chercher des informations là, dans certains cas. Donc, on fait tout ça dans un premier temps. Remarquez qu'à partir du moment où on a le rapport, comme on est à Montréal, nous, on a déjà là, la météo, NAV Canada, la tour de contrôle. S'il y en a une, on veut savoir s'il a parlé à quelqu'un, on a son plan de vol, on a ces choses-là. Ça, c'est dans un premier temps. Donc, on fait tout ça. Les premiers 24 à 48 heures, là, vous allez comprendre, on est extrêmement occupé à récupérer toutes ces informations-là. Des informations, des fois, qu'on peut perdre si on ne va pas le plus rapidement possible. Donc, on fait tout ça, puis naturellement en communication avec le coroner. Et puis, nous, suite à ce qu'on a fait sur le site, naturellement, le lendemain, là, on a commencé nos interviews, là, excusez le terme anglais, là. On a parlé aux pilotes, entre autres, on a parlé au directeur des opérations, on a parlé aux gens qui ont survécu, des choses comme ça, là. Le rapport a été émis cette semaine pour un événement le 2 septembre 2015. C'est des délais, j'imagine, à peu près normal, hein? Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Il y a aussi une étape où on a été rencontrer les familles avant de rendre public le rapport dans les médias. On a pris le temps de s'asseoir avec les principaux concernés, là. Il y a des familles autochtones qui ont été durement touchées par cet événement-là, quand même. Oui, absolument. C'est un événement extrêmement triste, mais le bureau est très sensible à ça. Donc, on rencontre ces gens-là, on les tient au courant. C'est eux qui sont les premiers informés. À partir du moment qu'on découvre quelque chose, c'est eux qui sont informés. Naturellement, avant que le rapport public, le bureau, comme je le disais, est très sensible. On ne veut pas que le rapport sorte public alors que les familles ne sont pas au courant et puis qu'ils apprennent des choses. Alors, nous, on est vraiment sensible à ça. Et puis, on prend le temps de s'asseoir avec eux pour leur expliquer. Oui, vous étiez d'ailleurs la semaine dernière à Sept-Îles pour rencontrer les familles concernées. Absolument. Peut-être décrire l'événement, M. Deroy, là, ça s'est passé le 2 septembre 2015. C'était comme le deuxième vol d'Élinor, là, pour aller porter des gens au camp de la rivière Népissis. Ça s'est très mal passé, ce deuxième vol-là. Oui, c'est ça. En fait, le vol, il y avait 2 hélicoptères. Il y avait 6 personnes, donc 3 personnes dans chacun des hélicoptères. Il y a une personne qui s'est rajoutée dans l'hélicoptère en question, je dirais le matin, là, juste avant de partir. Donc, le pilote a dû refaire son rapport de poids et centrage, parce que les pilotes font ça à chaque vol qu'ils font, là. S'assurer qu'ils sont dans les limites prescrites de l'hélicoptère. Donc, il a fait ça. Le premier hélicoptère s'est rendu sur le site, ils l'ont entendu. Et puis, le chef pilote s'est placé là sur le rocher en question, parce que c'est lui qui est arrivé le premier, pour guider là, le deuxième pilote à son arrivée sur le site. Dans votre rapport, là, on parle entre autres de la masse de l'hélicoptère et le régime de vol dans lequel il s'est retrouvé, qui sont peut-être des causes, quoi. Quand on parle de la masse, c'est peut-être trop pesant? C'est ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand on rentre, lui, il rentrait sur un site, c'était nouveau pour lui, c'est la première fois qu'il allait là. La masse de l'hélicoptère n'était pas dépassée, donc il était dans les limites prescrites. Il faut dire que son poids était correct, là, était légal, mais naturellement, il était un peu plus pesant que je dirais peut-être avec juste 1 ou 2 passagers. Là. Il était quand même pesant, mais tout comme je le disais tantôt, légal. Il n'était pas surchargé. Okay? Donc le vol était légal en tant que tel. Donc il approchait, et puis à un moment donné, probablement, vous savez, ça se passe dans quelques secondes. Hein? Donc il fait son approche. Là, il se rend compte qu'il pour ralentir l'hélicoptère, il doit mettre une puissance moteur. Il doit ralentir l'hélicoptère parce que c'est une masse en vol qui approche, qui s'en vient. Donc il faut qu'il ralentisse son hélicoptère. C'est ce qu'il a fait. Puis là, il s'est rendu compte à un moment donné que son couple moteur était dépassé. C'est-à-dire qu'il est aux alentours de 110%. À partir de ce moment-là, pour
pourquoi que le régime moteur, c'est-à-dire le couple moteur est rendu à ces limites-là. Ça va même surpasser, parce que normalement, il ne devrait pas dépasser 100%. C'est probablement qu'il s'en venait peut-être un peu trop haut, un peu trop rapide. Quand il a tiré dessus, ben là, ça l'a induit un couple moteur beaucoup plus élevé que normal. Alors, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que nous, ce que ça nous dit, c'est que le pas des pales principales, là, ils ralentissent automatiquement en faisant ça, parce que c'est ce qui prouve que le couple moteur est augmenté. Automatiquement, comme c'est connecté, comme c'est directement avec le rotor de queue, ben on sait aussi que le rotor de queue a ralenti. Ce que ça fait en ralentissant, ben l'hélicoptère, mais à ce moment-là, elle n'est plus maintenu droit. Avec les pédales, le pilote maintient l'hélicoptère droit, en ligne droite. Le fait que lui, c'est arrivé, ben là, l'hélicoptère s'est mis à tourner vers la droite, parce que le rotor de queue ne fournissait plus la puissance ou la poussée nécessaire à maintenir l'hélicoptère droit. Alors, ce qu'il doit faire dans ce temps-là, ben, c'est mettre la pédale de gauche. C'est ce qu'il fait. Il l'a mis, par contre, il est allé au maximum. Il ne pouvait pas aller plus loin que ça. Puis là, ben, on comprend que là, ça se passe dans une fraction de seconde. Il est au-dessus de la rivière. L'hélicoptère se met à tourner 3-4 tours. Puis à un moment donné, ben, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réduit la puissance. Puis bon, on connaît le reste. Là, il y a eu un impact sur le rocher. Oui, vous êtes un bon vulgarisateur, M. Leroy. C'est bien expliqué. Faut dire que ça se passe en une fraction de seconde, ces affaires-là. Pour le pilote, là, vous avez souligné dans votre rapport, il était peu expérimenté pour ce type d'appareil-là. Il n'a pas deux pareils, des hélicoptères, quoi? Non, ben ce type d'hélicoptère-là, c'est un vieux modèle d'hélicoptère, c'est un Bell 206B. À l'époque, c'était comme ça. C'était avec un moteur qui avait 400 forces de moteur, là, plus ou moins, avec un rotor de queue qui avait 62 pouces. Là. Mais avec les années, ben ils ont modifié, ils ont remplacé le moteur, ils ont mis un plus puissant, ils ont augmenté également le rotor de queue qui est maintenant 65 pouces. Donc, ça l'a aidé l'efficacité d'hélicoptère à ce moment-là. Lui, le pilote avait reçu sa formation justement avec un hélicoptère de même modèle, mais qui avait un moteur plus puissant puis qui avait également un rotor de queue plus grand. Donc, il était moins susceptible à faire ça, ce qu'on appelle, nous, la perte d'efficacité du rotor de queue. Vous notez aussi dans votre rapport, là, en fait, il y a des gens qui sont décédés, il y a des passagers qui s'en sont sortis, là, probablement avec des blessures assez graves. Mm-hmm. Est-ce que la question de la ceinture de sécurité, ça a joué un rôle? Tout le monde était attaché? Non, en fait, ce qu'on a découvert, c'est quand on a fait le site en question dans les premières heures après l'événement, là, on a remarqué que la ceinture arrière au centre, où la dame était assise, elle était étirée au complet, c'est-à-dire elle était ouverte au complet. Elle était extensionnée au complet. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Elle était attachée, mais extensionnée au complet. Comme souvent les passagers vont faire en vol, là. On prend des vols, là. On s'en va en vacances, on prend l'avion, puis les gens, on remarque ça souvent, ils détachent pas la ceinture, mais ils la mettent très lousse, ils l'étirent au complet pour être plus à l'aise. Simplement. Alors c'est ça, nous on a remarqué cette. C'est moins efficace dans ce temps-là. Donc probablement au moment de l'impact, quand c'est arrivé, ça s'est mis à tourner. Au moment de l'impact, on pense que la dame, parce qu'elle était plus attachée à son siège, elle était plus sur son siège, elle a probablement été éjectée vers l'arrière. C'est ce qui aurait contribué à ses blessures. Mais à ce niveau-là, beaucoup plus précis, il va y avoir éventuellement un rapport du coroner. Le coroner, lui, devra établir les raisons exactes de ça. Mais nous, ce qu'on remarque quand on fait nos enquêtes, on remarque ces choses-là. Quand on remarque ces choses-là, ben, on l'écrit dans nos rapports parce que c'est extrêmement important. C'est des messages de sécurité qu'on passe. Hein. On dit aux gens, ben, faites attention, attachez-vous correctement, attachez-vous serré, même si vous êtes en vol, attachez-vous serré, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se produire avec un avion. Il peut se produire une dépressurisation, il peut se produire, les gens appellent ça des poches d'air, là, mais c'est plus de la turbulence. Là. Puis ça, ben, souvent, les pilotes ne le savent pas, puis si vous n'êtes pas attaché correctement, ben, malheureusement, il peut y avoir des blessures, puis même des décès. Oui, c'est clairement votre rôle, hein, vous avez un pouvoir de recommandation quand vous faites une enquête comme ça. S'il y a quelque chose qu'on peut dire publiquement qui va éviter d'autres accidents, vous allez le faire, c'est clair, là. Exactement, c'est notre travail, exactement. Nous, on est là, on protège la population canadienne, ceux qui veulent au Canada. Donc, on est en droit, ils sont en droit de recevoir ces informations-là. Et puis, on la passe en publiant nos rapports. Eh bien, M. Denis Deroy, je rappelle que vous êtes enquêteur au Bureau de la sécurité des transports. Vous avez fait le rapport sur l'accident du 2 septembre 2015 au nord de cette île. On va vous souhaiter le moins de travail possible dans notre région au cours des prochains mois, là. C'est jamais le fun, ce genre d'événement-là. Non, absolument. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes bien gentil. Merci, M. Deroy. Bonne journée. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude.
J'ai vraiment hâte aux séries de la Coupe Stanley. Je veux rien manquer. Je vais suivre tout ce qui se dit sur le Canadien à la télé, les journaux à la radio, sur le web. Mais c'est pas facile d'être un vrai fan. Ça peut être facile. Avec absolumentfan.com, toutes les nouvelles de hockey sont là. Hey, c'est pas facile, hein, d'être aussi bien informé? Absolumentfan.com. Les vedettes vous fascinent? Vous voulez tout savoir sur la vie trépidante de vos artistes préférés? Quels sont les potins du jour? La capsule Monde de Stars. Ici Chloé Patry Robitaille, je vous donne rendez-vous en fin de journée du lundi au vendredi afin de vous livrer les nouvelles showbiz qui font l'actualité sur le site mondesstars.com. Musique, cinéma, art et spectacle, vous serez les premiers informés. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. La capsule Monde de Stars. Présenté par le groupe Witom. Sept-Îles Hyundai, Sept-Îles Kia et Côte-Nord Mitsubishi. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Tommy, on va conclure l'émission en parlant de sport étudiant. C'est la saison chaude, hein? Quand on arrive à la fin de l'année scolaire comme ça, là, il y a plein de championnats régionaux, de compétitions de toutes sortes. Ouais, ben là, on va juste souhaiter, on a commencé là, à en faire pas mal. On va juste souhaiter que la neige fonde parce qu'il va rester l'athlétisme à faire. Et pour parler de tous ces sports-là, on accueille en studio la directrice générale du réseau du sport étudiant du Québec pour la section Côte-Nord, Cindy Hanzel. Bonjour! Allô? Donc, c'est vrai, hein? Faut que la neige fonde pour finir par faire l'athlétisme. Effectivement. Arrêtez, vous autres, il y a du ski jusqu'à la fin d'avril, là. Ouais, mais juste la piste d'avertissement. Ben là, pour nous autres, l'athlétisme, la neige, c'est pas bon. Non, c'est ça. Et on peut pas le faire à l'intérieur. C'est impossible de transférer ça à l'intérieur. Donc, impossible. Juste en piste Guillaume Leblanc, là, de faire fondre ça comme il faut pour qu'on puisse procéder. Mais sinon, il y a plein de sports en gymnase là, qui ont lieu présentement ou qui, dans le fond, là, on a terminé tout ce qui était régional en gymnase. C'est bien ça. On a, effectivement, terminé tout ce qui est régional en gymnase, mais c'est pas la piste Guillaume Leblanc. Je veux juste rectifier qu'il va devoir fondre. C'est la piste à Bécomo. Oh, cette année, c'est à Bécomo. Bon, ben, on va envoyer notre chaleur vers, pas trop, là, mais on va envoyer notre chaleur à Bécomo pour que ça fonde. On commence avec quoi? On commence avec le basketball? On y va avec le basket? On peut y aller avec le basket, effectivement. Le championnat régional a eu lieu à Sept-Îles le 11 et 12 mars dernier. En basket, il y a eu 6 équipes au championnat régional. Toutes catégories sexes confondues. Donc deux équipes en benjamin masculin puis 4 équipes en juvénile masculin. Ils partent pour le championnat provincial en fin de semaine. Donc c'est là que ça oui, se passe. c'est ça. 7, 8, 9 avril, la gang de Benjamin à Montréal, les cadets à Sherbrooke, les juvéniles à Grand-Mère en Mauricie. C'est toujours. Je pensais que c'était en reprise le basketball, mais on n'a pas beaucoup d'équipes sur la Côte-Nord, quoi. Non, le basketball, il est dans un gros déclin. Depuis quelques années. On va avoir un travail à faire au niveau du primaire. Ça, c'est c'est des piliers de profs d'édu qui étaient pro basket et puis qui développaient beaucoup en mini basket. Puis ces jeunes-là montaient au niveau du secondaire. Puis là, les profs ont pris leur retraite. Puis il y a eu comme une petite baisse au niveau du basketball. Tu vois l'évolution, la popularité du sport, hein. Le baseball revient, d'autres sports qui perdent la popularité des adeptes. Pourtant, avec les Raptors de Toronto, là, qui ont connu des très belles saisons dernièrement, on se serait peut-être attendu, mais le basket, je remarque que c'est un sport très de proximité. Si on a des entraîneurs de disponibles prêts à s'impliquer, plus d'entraîneurs, ça remonte. Avec une ligue structurée pour adultes, il doit y avoir des entraîneurs disponibles à quelque part. Ah, ça dépend de la disponibilité des gens. Donc là, en fin de semaine, on s'entend le basketball déjà qui est un peu en déclin ici, mais aussi le bassin de population fait que c'est difficile de compétitionner au niveau provincial au basketball. Oui, ça a toujours été difficile au niveau du basketball, au niveau provincial. Les gens ailleurs à Montréal où ils font 3 fois notre grandeur. C'est ça, les gens de 14 ans de 6 pieds. On a passé de 6 pieds 4 de moins de 16 ans sur la Côte-Nord. Donc, c'est sûr que côté calibre, des fois, on y arrive. Là, 2 ans, on a gagné des matchs. Non, c'est vraiment pour le plaisir du sport qu'on le pratique. Génial. Côté volleyball maintenant, on a aussi connu les championnats régionaux là, récemment. Oui, le 18-19 mars, le championnat régional a eu lieu à Bécomo. Ça, pas mal plus populaire, là. 40 toujours équipes. aussi C'est une populaire. force de la Côte-Nord, ça, le volet. 40 équipes au total au championnat régional. C'est beaucoup. C'est beaucoup. 40 équipes sur 12 écoles de partout.
Donc, effectivement, ça a été un gros succès. Ils partent eux aussi pour le championnat provincial en fin de semaine, 7, 8 et 9 avril en Mauricie pour les Benjamins, en Abitibi pour les cadets et à l'est du Québec à Rivière-du-Loup pour les juvéniles. Un peu plus petit voyage pour les juvéniles. Sans volleyball, par exemple, on a quand même des bons espoirs, de bons résultats. Là. Effectivement, surtout qu'avec la nouvelle formule cette année, on a utilisé du motion-démotion. On a vraiment voulu aller augmenter le calibre de jeu. Okay. Puis on l'a vu dans le championnat régional, on a eu que des belles finales, serrées, en 3-7, ça c'était super. Donc on a vraiment vu l'amélioration au niveau du qualité de jeu. Quand on voit l'amélioration de la qualité de jeu ici même sur notre territoire, c'est bon signe pour les championnats provinciaux, déjà qu'on se classe bien. Quand le noyau se resserre ici, ça veut dire qu'on aura peut-être de meilleures performances là, même au championnat provincial. Ben, on va le souhaiter, mais du moins les jeunes sont habitués de jouer avec la pression du match serré, avec les gens autour qui crient et tout ça. Donc, je pense que ça va être une chance pour nous. Restons en gymnase, le fameux futsal qui est le soccer intérieur. Des règles un petit peu différentes du soccer extérieur. Le ballon est un peu différent. Faut que les jeunes s'adaptent. Et cette année, c'est la première fois que la Côte-Nord participait à cette discipline-là au championnat provincial. Donc, on est en phase d'ajustement. On est en phase d'ajustement. En fait, c'est la première année qu'on a le football au réseau du sport étudiant de la Côte-Nord. Okay. Donc, nous, on a fait un petit championnat régional qui a eu lieu à Bécomo les 11-12 mars. Mm-hmm. Et puis, on avait 8 équipes au total sur 4 écoles. Donc, oui, quand même. Pour une première fois, ça s'est fait un petit peu non officiel, là. Donc, ça n'a pas été annoncé en début de saison. Mais j'ai quelqu'un qui est intéressé à l'organiser, donc il l'a pris en charge. Puis on a fait un petit championnat régional qui a permis à 2 équipes d'aller au championnat provincial. Puis quand même des résultats intéressants pour une première participation. Vraiment, là, on doit leur lever notre chapeau, là. Ben effectivement, surtout que c'est ça, c'est du futsal, donc les règlements sont un petit peu différents. Les Benjamins sont arrivés 10e sur 16, puis les juvéniles 14e sur 16. Quand même, on n'a pas fini dernier. C'est ça. Donc c'était tous deux des équipes de la polyvalente des B à Bécom. Et on s'entend là, que la culture du soccer dans les plus grands centres avec des gens venant d'Europe, d'Amérique latine, vraiment la culture du soccer est beaucoup plus développée ailleurs. Nous, on commence là, à avoir un regain. Moi, je participe là, dans la Ligue senior ici. On voit qu'il y a des gens de partout sur la planète qui jouent ici. Donc, au Québec, là, on commence notre culture du soccer à s'installer, à avoir un meilleur calibre. Donc, c'est de bon augure pour les prochaines années. Puis ça va donner le goût à des gens de s'impliquer, aussi des adultes de s'impliquer là-dedans. Effectivement. Là. Génial. On va se diriger en aréna parce que même quand on parlait de ça ce matin avec Jean, du hockey dans le niveau scolaire, on était un peu surpris de voir parce qu'on est souvent, on a vu les finales régionales là, au niveau des associations mineures, mais il y en a aussi du côté des écoles et on a connu le championnat régional ce week-end. Effectivement. En fait, ça fait 2 ans qu'on est sur un petit projet de rencontre régionale sur la Côte-Nord en hockey. On a des équipes de l'Institut, de l'École Maniquet-Nétiche, de Jean du Nord Manicouté, de Monseigneur-Labrie à Havre-Saint-Pierre qui participent depuis déjà 2 ans. Cette année, en début de saison, on avait décidé de faire un championnat régional dans l'optique où il y aurait probablement un championnat provincial. Bien entendu, avec l'annonce du projet pilote dans juvénile D2, D1 pour l'interrégional, il y aura pas de championnat provincial invitation pour la catégorie D2. Mais par contre, on a décidé de quand même faire une finalité régionale en championnat et de remettre des bannières. Donc, les premières bannières hockey dans l'histoire du RSEQ ont été remis le 27 mars. Et dans la catégorie Benjamin, c'est l'Institut d'enseignement de Sept-Îles. Oui. Qui a remporté. Et du côté juvénile, c'est l'école Maniquet-Nétiche, là. Donc, on voit, là, que on a un beau départ, là, ça fait longtemps qu'ils ont un programme de hockey Maniquet-Nétiche. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est bon augure, encore une fois, là, pour un réseau, là, de hockey dans le sport étudiant, là, qui va simplement plus se développer dans les prochaines années. Tout à fait. J'en suis convaincu.
là, dans le fond, là, il reste seulement que l'athlétisme à faire pour le régional, c'est bien ça? Ben là, on n'a pas parlé du badminton. Ah, c'est vrai, mais ça s'est passé il y a quand même quelques semaines. Mais on est bon en badminton, faut en parler? Oui, il faut en parler. Ben oui. Le championnat avait lieu le 25-26 mars à Havre-Saint-Pierre et à Mingan, donc à l'école Monseigneur-Labrie et à l'école Théo-et-Can. Il y avait 210 athlètes de présents, dont 136 au secondaire et 74 au primaire. Donc, on a une belle petite relève qui se sont déplacés. Les raquettes sont presque aussi grandes que les jeunes. Je me rappelle, j'ai commencé en 6e année au badminton et les raquettes sont presque aussi grandes que les enfants. C'est très drôle. Puis, on a des petits là, du primaire là, qui traversent la Côte-Nord au complet, qui sont partis du Sacré-Cœur pour aller à Havre-Saint-Pierre pour jouer au badminton, au championnat. Donc, ça a été super. Le championnat provincial aura lieu le 21, 22, 23 avril à Shawinigan, donc 24. Je suis sûr qu'on a plein d'espoir de médailles en badminton encore. Ou du moins des beaux résultats. Des bons résultats de la délégation de la Côte-Nord. Moi, j'aime toujours les compétitions en équipe au badminton. On oublie souvent cette portion-là. Ça rapproche beaucoup les gens dans les écoles. Ça, c'est toujours le fun. Je voudrais pas passer à côté ceux qui participent pas nécessairement à des sports, mais il y a des beaux défis qui sont lancés au primaire et au secondaire. Il y avait le défi Moi je croque au primaire et le défi Plure de banane au secondaire qui se sont conclus là, dans les dernières semaines aussi. Ça, c'est vraiment pour encourager les saines habitudes de vie. Oui, défi Moi je croque qui demande aux jeunes de consommer un minimum de 5 portions de fruits et de légumes qui avait lieu la semaine dernière dans les écoles primaires. Donc, c'est ça, les jeunes devraient être en train de retourner leur petit cahier. Pelure de banane qui débute au mois de mars, mais les écoles secondaires ont jusqu'au mois de juin, en fait, pour faire le programme. Il y a 5 écoles qui se sont inscrites à Pelure de banane jusqu'à maintenant. Ils peuvent continuer à s'inscrire au programme jusqu'au mois de juin. Il n'y a aucun problème. Défi Moi je croque, il y a eu 35 écoles participantes au Défi Moi je croque. Donc, les écoles vont nous retourner leur rapport, ils vont répondre au sondage et puis il y aura ensuite le tirage du prix de régional. On aura peut-être l'occasion de s'en reparler là, quand les cahiers seront revenus et qu'on pourra compiler le tout. Puis on pourra aussi en profiter pour se parler parce que tu es en plein entraînement là, pour le défi Pierre Lavoie, le grand défi Pierre Lavoie que tu vas faire avec des collègues du réseau du sport étudiant du Québec. Donc, on aura l'occasion de te réinviter et de reparler de tout ça. Cindy Hanzel, directrice générale du réseau du sport étudiant du Québec, section Côte-Nord. Merci beaucoup de ton passage. Merci. Et on aura sûrement que le réseau du sport étudiant va être impliqué dans la réflexion. Hier, je prenais des émissions de TV avec Pierre Lavoie là, qui va s'impliquer pour réfléchir sur les écoles de l'avenir au Québec avec plus d'activités physiques. On parle d'1 heure par jour à l'école. Voilà, un gros merci. Merci également à Tommy Auger pour la co-animation à Côte-Nord Attitude de ce midi. On s'en va du côté de notre programmation régulière. On a débordé de quelques minutes. J'en prends le blâme. C'est de ta faute. C'est pas de problème avec ça. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Demain, Valérie Dionne sera avec moi à l'animation de cette émission d'actualité et d'affaires publiques. Au revoir tout le monde.